Bonjour à tous. Alors, conférence inaugurale e-Expo. J'ai le très grand plaisir d'ouvrir cette journée avec un sujet qui, je pense, va donner lieu à de belles et grandes discussions. Maîtriser l'information dans un monde très incertain, complexe, data-driven, quelle nouvelle stratégie? Donc, pour répondre à cette très vaste question, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Fayet, qui est CEO d'Opinion Act. Bonjour à tous. Mounir Rojdi, qui est expert international en competitive intelligence. Et Denis Berthaud, qui est le président du GF2I, qu'on ne présente plus, mais je vous présente quand même. Bonjour. Et Christophe Bisson, qui est professeur à la Schema Business School, à qui je vais laisser la parole et la main pendant une petite dizaine de minutes pour nous présenter une étude que je laisse présenter. Okay. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour présenter les résultats d'une étude que j'ai eu l'honneur de présenter auprès des Nations Unies dans leur bureau européen à Bruxelles. Le sujet, c'est pratique de l'intelligence pour la transformation digitale et son impact sur la performance de l'organisation et plus particulièrement concernant l'agilité. Donc, je vais faire une introduction. Je vais expliquer un petit peu comment on a fait pour collecter les données, les analyser. Voilà. Et puis après, je vais aller assez rapidement sur les résultats parce que j'ai 15 minutes maximum. 10. Ah non, c'est bon. Le micro est revenu. Et voilà. Enfin bon, je suis sûr qu'il va, au fil du temps, il va me laisser un peu plus. Voilà. Il va être passionné. Donc, le contexte, effectivement, donc on est parti du Covid, la surprise, la mauvaise surprise, un Black Swan, et bien entendu, ça a accéléré la transformation digitale. Et un beau témoignage est celui du PDG de Nike, puisqu'on pourrait s'attendre qu'une entreprise comme Nike dise qu'ils sont leaders mondiaux des chaussures de sport ou des textiles pour le sport, et lui dit, en fait, nous sommes les leaders mondiaux, les leaders incontestés du numérique. Donc ça démontre à quel point le digital est central au développement et pour faire face à tout ce qui nous arrive à l'heure actuelle. Donc ce qui compte aujourd'hui, avant c'était le plus gros qui mangeait le plus petit. Aujourd'hui ce qui compte c'est... Ça marche pas, c'est une fois sur... Attention. Excusez-moi, ok. Donc en fait la vitesse est prépondérante, il faut aller vraiment très vite et donc bien entendu par rapport à tout cela, il faut être très agile. Et aussi dernièrement, malheureusement, voilà, donc un gros impact géopolitique et un conflit avec les conséquences qu'on connaît, voilà. Donc là aussi ça entraîne des changements très importants et donc dans un tel contexte, l'anticipation n'a jamais été aussi importante. Donc en fait, il faut agir avant qu'un événement arrive. Ou sinon, on risque d'en subir les conséquences ou de ne pas pouvoir saisir une opportunité. Et en plus, quand on sait que pour Vladimir, ce qui est très important pour lui, c'est de frapper le premier et très fort, entre autres. Donc la transformation digitale, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation des technologies de l'information pour transformer les modèles économiques, les processus, les habitudes et les capacités de l'entreprise. Okay. Très souvent, en fait, les études qui ont été effectuées par rapport à la transformation digitale ont été faites selon le prisme de la technologie, mais ça devrait être dirigé par le marché. Et donc, comprendre de manière précise l'écosystème, voilà, est indispensable. De plus, la relation entre intelligence économique et stratégique et transformation digitale n'a jamais été encore étudiée dans le cadre de recherche. Et le lien entre l'intelligence économique et stratégique et ses vecteurs et la transformation de l'organisation n'a pas non plus été étudié. Et je dirais qu'une façon générale, sur le sujet de la veille stratégique, l'intelligence économique et stratégique, très souvent, on dit qu'il est difficile d'en démontrer l'efficacité puisque c'est difficilement quantifiable. Donc voilà, ce qui explique un petit peu que très souvent, dans pas mal d'organisations, il y a peu de gens qui sont dédiés à cela. Et par rapport à ma modeste expérience, notamment par rapport au contexte français,
c'est que c'est des gens qui sont très rarement, voire jamais, conviés à des réunions de direction. Donc on est loin, en fait, on est resté un petit peu au niveau quand moi j'ai commencé à apprendre à m'intéresser à l'intelligence économique, qui étaient donc les yeux et les oreilles, et non pas le cerveau. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée avec une collègue, Nabila Boukef, de faire cette étude. Et donc j'ai sollicité SCIP Monde, ils ont trouvé ça très intéressant, et donc en fait ils nous ont aidés à collecter des données. On a utilisé un modèle que j'ai fait d'abord c'est tiré d'un modèle avec Sheila Wright, que les gens du domaine connaissent, puisque c'était une sommité, elle était leader en Angleterre sur le domaine de la competitive intelligence, une sommité mondiale avec qui j'ai eu la chance de travailler un certain nombre d'années. Et donc j'ai fait évoluer le modèle pendant un certain nombre d'années, et le plus récemment, c'était avec un de mes anciens étudiants de master, qui nous a permis de faire la première typologie des pratiques d'intelligence compétitive dans une entreprise, une compagnie aérienne. Voilà. Donc, ils ont sélectionné les membres de SCIP, donc enlevé tous les académiciens, les gens qui étaient dans le domaine public. Et on a eu plusieurs centaines de gens qui ont commencé l'étude, mais arrivé aux questions très personnalisées. En fait, là, on a eu un peu plus de soucis, mais on a eu quand même 78 entreprises et surtout les gens qui ont participé, qui sont allés au bout, c'est du haut, voire du très, très, très haut niveau, puisqu'on a eu l'honneur d'avoir plusieurs présidents de multinationales qui ont rempli jusqu'au bout le questionnaire, et je parle de mastodontes. Donc, à partir de là, on a pu faire une typologie des niveaux de pratique de competitive intelligence basée sur un modèle qui dépend de 5 piliers, et de faire des analyses par cluster, des clusters naturels pour en déterminer les niveaux de pratique et aussi faire la corrélation avec l'agilité. Donc ce modèle, le voici. Donc il y a 5 niveaux sur l'attitude, le niveau de collecte, localisation dans le sens, est-ce qu'il y a des gens qui sont dédiés à la competitive intelligence, intelligence économique et stratégique, est-ce qu'il y a des process dédiés, etc., etc. Vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de faire des photos, je vous donnerai un lien où vous aurez accès à tout. Voilà. Je préfère, on anticipe, voilà, il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude surtout, j'ai commencé longtemps avec mes étudiants chinois. Quatrième pilier, donc en fait le soutien technologique avec bien entendu des impacts de plus en plus forts de technologies telles que l'intelligence artificielle, le NLP, l'utilisation de deep learning, de machine learning, etc. Et aussi concernant l'utilisation, parce que bon, on peut avoir la meilleure donnée, les meilleures informations, les meilleures connaissances, mais si on n'est pas capable de l'utiliser de la façon la plus efficace, ça ne sert pas à grand-chose. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a développé un système pour en évaluer la pertinence. Alors bon, je vais passer la typologie des niveaux de pratique, puisque je n'ai pas le temps, mais ne vous inquiétez pas, je vous donnerai vous aurez un accès à tout le dossier, à toutes les informations. Et donc à partir du moment où on a déterminé le niveau de pratique de toutes ces organisations, on a déterminé aussi leur niveau d'agilité selon des grilles scientifiques, et après on a cherché la potentielle corrélation entre ces niveaux de pratique d'intelligence économique et stratégique appliqués au domaine digital et l'agilité de l'entreprise. Et extraordinairement, on a pu voir que les entreprises qui sont les plus agiles, ce sont celles qui ont des stratégies les plus évoluées possibles concernant l'utilisation des données, la collecte, l'utilisation des données. En plus de cela, ce sont celles qui, au miracle, utilisent l'intelligence artificielle telle que le deep learning, le NLP, reconnaissance d'images, etc. Moi, je vous dis, on avait quand même des gens, c'était du très très lourd. Donc, c'était des choses très sophistiquées. Et au miracle, les gens et les entreprises qui ont le plus haut niveau d'agilité, ce sont celles qui ont des équipes dédiées à ce travail, avec des process dédiés. Et au miracle, ce sont des gens qui sont sollicités pour participer aux réunions des décideurs. Voilà. Je pense que ça, c'est très parlant. C'est la première fois que ça a été fait. Ça a été jugé de rupture. J'ai présenté ça aussi pour un congrès à IEEE, donc scientifique. Et donc la communauté scientifique a aussi ils étaient ravis des résultats, et ça a été vraiment ils étaient vraiment ravis de voir tous ces résultats. Donc c'est quelque chose qui a un impact énorme, puisque l'agilité aujourd'hui, on entend de plus en plus parler d'anticipation
L'anticipation, c'est vraiment vital. Et être agile en tant qu'entreprise, en tant que nation, en tant qu'entité du public, c'est prépondérant aujourd'hui. Donc, si on veut être agile, il faut avoir la stratégie appropriée, utiliser la technologie et avoir l'organisation. Et je dirais qu'une façon générale, trop souvent, il y a un fossé entre les gens qui prennent la décision et la technologie, entre les gens qui prennent la décision et ceux qui apportent l'information et les connaissances. Il faut donc casser cela et nous avons besoin de casser les silos, nous avons besoin de pluridisciplinarité. Et ma conception de l'intelligence économique et stratégique augmentée, c'est vraiment cela, c'est d'être capable de comprendre les besoins des décideurs, de comprendre le marché, d'être capable d'être un utilisateur avancé de technologie, potentiellement même de pouvoir même faire du coding un petit peu, pourquoi pas, mais aujourd'hui on peut faire des choses intéressantes avec du low-code aussi, concernant l'intelligence artificielle. Et bien entendu, il faut que ces gens qui apportent l'information et la connaissance pour la décision soient systématiquement conviés auprès des réunions des décideurs. Voilà, l'intelligence économique et stratégique, les yeux et les oreilles, c'est obsolète. Il faut que ça devienne le cerveau. Voilà. On ne peut plus, avant, c'est dans les années 80, ça n'allait pas tellement vite. Bon, voilà, maintenant, ça va à une vitesse vertigineuse. C'est la rupture de plus en plus fréquente, voilà, avec les conséquences qu'on connaît, et on va faire face à des défis très, très importants à court terme et à moyen terme et à long terme. Le niveau de la temporalité aussi change. Ce qui était hier du long terme est aujourd'hui du court terme. Donc en fait, il faut mettre en place des systèmes dynamiques, il faut se remettre en question en permanence, il faut donc être hyper agile. Donc voilà, je vous ai dit, je suis obligé d'aller très vite sur ces résultats, mais vous aurez accès à tout. Il reste 1 minute. Voilà, merci beaucoup. Voilà, il est super. Donc en conclusion, je veux citer aussi cette récente étude de Forrester qui souligne que 60 à 73% des données des entreprises sont inutilisées. Donc en fait, le modèle dominant, ça ne fonctionne pas. Voilà, pour faire face à tout ce qui arrive à l'heure actuelle, voilà, c'est malheureusement, va falloir se battre au figuré et peut-être même au propre. Et comme disait Albert, les anciens modèles ne permettront pas de, voilà, quoi dire, les solutions du passé ne pourront pas nous aider pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il faut créer un cerveau, et ce cerveau, nous allons l'appliquer. Il faut d'abord réfléchir en amont. Pour moi, la veille, le knowledge management, c'est ce que j'utilise en dernier. Je suis un peu provocateur, mais bon, j'en ai fait la démonstration pas mal de fois. Beaucoup de choses ont été classées confidentielles. En cherchant un peu, vous trouverez quelque chose. Mais donc, le but, c'est de créer un cerveau. Et voilà, un cerveau en mélangeant l'intelligence humaine et l'intelligence de la machine, car aujourd'hui, on a une vraie intelligence de la machine, on en a besoin. La machine seule, ça ne marche pas. L'humain seul, ça ne marche pas non plus. La solution, c'est l'hybridation. Donc en fait, on va créer un cerveau qui va devoir nous aider à éclairer, à anticiper la stratégie des entreprises. La même chose aussi, on peut utiliser pour les relations publiques, les États. On va influencer, on a besoin de programmer à l'extérieur. Okay, donc le général Burkhardt, il parle de trois piliers, et notamment sur la perception. On voit que dans la guerre actuelle, la perception est hyper importante, la médiatisation est vraiment prépondérante avec Internet. Il faut donc influencer. Et on peut utiliser les mêmes outils, les mêmes méthodes pour la sécurité économique, mais bien entendu, on va solliciter d'autres experts et d'autres sources d'informations. Et c'est là où, en fait, on va irriguer le cerveau avec la veille et knowledge management, et on a besoin de la puissance et de l'intelligence et de la machine. Donc, depuis un certain nombre d'années, je travaille sur certaines choses, sur un logiciel qui s'appelle StratBrain, qui fait de la représentation de choses de l'environnement, interne, externe, et qui va faire en permanence des projections à court, moyen et long terme, comme étant des projections impactantes pour toute type d'organisation pour le futur. Et aujourd'hui, on intègre aussi un dashboard avec de l'intelligence artificielle. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez été patient. Merci beaucoup, Fabrice. Donc, si vous voulez avoir les résultats de cette étude, je vous invite à aller sur le site publica.schema.edu et vous allez dans le moteur de recherche taper intelligence et au miracle, vous allez tomber sur l'étude en français, mais vous pouvez aussi la lire en anglais si vous voulez. Et voilà, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, c'est très simple, prénom.nomdefamille@schema.edu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation qui a le mérite de lancer le débat. Superbe présentation qui me pose beaucoup de questions et que je vais
que je vais poser. La première, donc l'information, il faudrait que ça arrive, que ce soit le cerveau de l'entreprise. J'ai l'impression je me tourne vers Caroline, j'ai entendu des mots comme perception, influence, contre-influence. Est-ce qu'aujourd'hui, ces notions sont équivalentes à celles que l'on avait il y a 10 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle d'influence, est-ce qu'on parle de perception, d'information, de contre-information, de désinformation, de mésinformation? On peut faire la liste, elle est très longue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut agir de la même façon que l'on faisait il y a encore 2, 3, 5, 6 ans, 7 ans? Bonjour à tous. Donc je suis Caroline Fayet. Je dirige un cabinet qui s'appelle Opinion Act. Notre métier, c'est de collecter des données pour comprendre les comportements en ligne et justement comment les gens réagissent sous l'influence du numérique. Je suis aussi l'auteur de L'art de la guerre digitale et puis j'enseigne donc la stratégie d'influence à l'école militaire. Je vous dis ça parce que justement, on a toujours dû adapter nos méthodes à l'évolution évidemment des usages du web. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à des défis technologiques et des défis méthodologiques. Je suis très en phase avec Christophe sur le côté hybride de l'humain et de la machine. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle fragmentation du web quand on fait ce qu'on appelle de la veille de crise, de la veille temps réel, de la veille d'opinion. On est confronté au fait que les communautés se fragmentent, se polarisent, quittent les réseaux sociaux mainstream pour aller sur des applications cryptées comme Telegram, pour aller attaquer les organisations sur Wikipédia via des pétitions. Donc en fait, on n'a pas d'outil unique qui permet de crawler tout ce qui se passe. Elles vont coupler leurs attaques avec des cyberattaques également. Et donc, on va trouver de l'information sur le dark web, mais qui vont publier sur les réseaux sociaux pour mettre la pression sur l'entreprise. Donc, cette pluridisciplinarité fait qu'il faut qu'on ait des personnes qui sont connectées à toutes ces sources, évidemment, de désinformation, toutes ces sources d'attaques qui sont non seulement, donc on a une fragmentation des outils, mais aussi on a un changement de nature de la menace, comme tu disais. C'est-à-dire qu'au début, on était là pour effectivement surveiller et protéger la réputation des organisations. Aujourd'hui, finalement, on fait presque de la sûreté. Je vais être très prudente sur ce terme-là parce qu'on ne voit pas tout. On ne voit pas évidemment un projet d'attentat ou un projet d'attaque physique d'une entreprise. Mais on voit clairement des radicalisations de communautés. On voit clairement aussi des personnes, des employés qui vont exprimer des détresses psychologiques. Donc on voit un ensemble de risques professionnels, risques cyber, risques d'atteinte aux personnes qui font qu'on va avoir un rôle d'anticipation des risques très importants pour l'entreprise. Donc voilà, notre métier évolue tant dans ces outils que dans finalement notre rôle, notre utilité pour les organisations. Merci Caroline. Je me tourne vers Denis Berthaud. Sur les échanges préparatoires de cette table ronde, j'entendais le mot risque, risque, risque. Donc en écho à ce que dit Caroline, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la gestion de l'information, on va appeler ça comme ça, c'est se prémunir uniquement du risque et d'une vaste surface de risque? Est-ce que aujourd'hui, hier c'était de la veille, donc on surveille, on n'est pas très offensif, on surveille, et aujourd'hui on est encore moins offensif, on est juste en protection? C'est une question. Bonjour, merci pour ces excellentes questions. Donc je m'appelle Denis Berthaud, je préside une association dont le stand est juste derrière vous, qui s'appelle le GF2I, Groupement français des industries de l'information, et dont la particularité c'est d'assembler acteurs publics et acteurs privés autour des thématiques du numérique telles que l'open data, l'open access, l'intelligence artificielle et l'intelligence économique. Et donc voilà, les groupes de travail sont constitués par nos membres. Je vous invite à aller découvrir là-bas. J'enseigne le droit des données à Paris 1 et à la Sorbonne, et je travaille dans une maison d'édition juridique aussi. Quand j'ai eu le questionnaire d'aujourd'hui, en fait, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, et je crois qu'aujourd'hui, il faut le prononcer, même si ça nous ennuie un peu, c'est le mot guerre. Et c'est le mot guerre parce que le mot risque, alors risque va avec guerre, hein, mais ce que je veux dire, c'est un état d'esprit.
C'est-à-dire, c'est un sentiment d'abord de surveillance, de détection et le risque qu'on a tous d'être assez rapidement noyés ou environnés par des menaces difficiles à détecter. Alors, c'est pas parce qu'il y a la guerre en Ukraine que ça change fondamentalement les choses, mais ce que je veux dire, c'est que la prise de conscience du numérique entre le Covid d'un côté et la guerre là-bas est en train de changer probablement notre état d'esprit, et je crois que d'un certain côté, c'est bien. C'est bien parce que l'innocence, les schtroumpfs, c'est sympa, mais c'est fini. C'est fini, et notre vision qui est une entreprise est forcément sympa et une administration est forcément sympa et machin est forcément sympa, en fait non. Moi je m'intéresse principalement, mon métier c'est plutôt la data, donc la matière première qui sert à alimenter les outils d'aide à la décision ou les outils de data visualisation ou les outils d'échange de données qu'on peut avoir en interne. Et moi, ce qui m'intéresse dans la data, c'est que c'est une matière première sur laquelle je pense qu'il faut faire extrêmement attention, et immense vigilance sur le sourcing, d'où vient l'information qu'on utilise, qui la produit. Alors quand je dis information, je pourrais dire information, document, article, tweet, data. Le problème, c'est qu'on utilise beaucoup d'appellations pour les mêmes choses, alors que les fournisseurs viennent pas du même horizon. Dans le monde et dans les contenus, il faut distinguer les contenus personnels des contenus non personnels, ceux qui viennent des réseaux sociaux, ceux qui viennent d'acteurs publics ou privés. Mais la matière première qui peut nous servir à détecter les menaces et les anticiper et les corriger, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus d'informations de qualité qui a son versant noir, si je puis dire, avec des informations qui cherchent plutôt à les annihiler. Et donc tout ce travail que j'appellerais de sourcing, d'identification des risques dans les circuits d'approvisionnement d'informations, à mon avis, sont un point de vigilance absolument structurel. Merci beaucoup, Denis, pour finir ce tour de table préliminaire. Mounir, est-ce que vous voulez réagir justement sur la qualité de l'information, la véracité de l'information? Aujourd'hui, comme le disait Denis, on a de plus en plus d'informations de qualité et de plus en plus d'informations déstructurées aussi. On ne va pas reparler de Big Data. Mais est-ce que ça modifie profondément la façon dont on aborde l'information, à la fois face au mur du réel? Le réel, effectivement, la guerre, il n'y a pas plus réel. Et aussi du fait que pendant les 30 dernières années, on a été absolument inefficace, tant en intelligence économique qu'en traitement de l'information. Merci Fabrice. Alors, j'ai plusieurs casquettes, mais j'interviens aujourd'hui en tant qu'administrateur de l'Académie d'intelligence économique. Donc, je ne vais pas trop parler de moi, comme ça je vais gagner 1 minute dans ma présentation. On a le temps. Moi, ce que je vois, la clé de voûte de tout ce qui a été dit, tout tourne autour du contenu, au fait. Je veux dire, pour faire des études ou pour enseigner, on a besoin de contenu. Vous êtes ici parce que vous avez besoin aussi de contenu dans vos activités. Pour faire de l'influence, on a besoin de contenu. Pour mener une guerre, on a besoin de contenu. Et Fabrice a parlé des 30 dernières années. Au fait, le contenu a changé. 30, 40, de toute façon, tu as vu, hein, je ne suis pas à quelques années près. Ce qui a impacté le contenu durant ces dernières années, c'est l'incertitude, c'est les événements soudains. Le contenu est devenu très dynamique, extrêmement dynamique. Alors, par défaut, on cherchait du contenu textuel. Aujourd'hui, le contenu, il peut être dans un fichier sonore, il peut être oral aussi, et ça, on a tendance à l'oublier aussi. Ça dépend des cultures et des environnements dans lesquels on évolue. Un contenu ne peut être que oral, il n'est nulle part. Il peut être vidéo, il peut être textuel, il peut être image. Un contenu peut être très volatile. Il est d'ailleurs encore de plus en plus volatile. Il peut apparaître aussi bien, il peut disparaître aussi bien qu'il est apparu. Et un contenu est aujourd'hui collectif. Il y a quelques années encore, tout partait d'une dépêche. Une agence de presse publiait une dépêche et tout partait de la dépêche. Vous avez tous les médias qui reprenaient cette dépêche à leur sauce. Aujourd'hui, ce process de dépêche
n'est plus valide parce que l'information, il y a plusieurs personnes qui publient l'information et non pas uniquement les agences de presse. Donc, si je peux me permettre, ce n'est plus aujourd'hui l'accès à l'information qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est l'accès à une information valide, à une information mise à jour et à une information rapide. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Et quand Fabrice a dit que l'intelligence économique n'avait pas réussi son boulot, c'est ça au fait. Hein. Parce que l'intelligence économique en France, on s'est limité trop à la veille. Attention, ce que je dis n'est pas réducteur. Je ne dis pas que la veille, c'est rien. La veille, c'est aussi beaucoup de travail. Mais on s'est limité à la veille. On a oublié que l'intelligence économique, c'est la veille, plus le lobbying, plus l'influence, plus la protection économique. En ce moment, on parle beaucoup de protection économique. C'est bien, mais on en est toujours où? Dans l'influence et le lobbying. Donc, on est devenu très défensif, c'est très bien. On a un bouclier très fort pour protéger notre économie. Mais où en est-on dans l'offensive? Parce que ça aussi, ça fait partie de l'intelligence économique. Non, j'aurais tellement de choses à dire. Sur le, comme le disait Mounir, il y a de plus en plus de contenu. Donc, quand je pense contenu, je pense aussi guerre de l'information, pour rester dans la dialectique martiale. Aujourd'hui, les entreprises, justement, sont attaquées depuis très très longtemps, mais aujourd'hui, on voit, c'est au niveau des États, des puissances, des entreprises. Donc, comment on fait quand on est aujourd'hui une entreprise, une institution, pour se défendre, pour parer tout ça? Est-ce que le simple social listening avec quelques headlines se suffit, ou alors est-ce que l'arsenal à déployer, tant dans l'interprétation que dans l'outillage, est vraiment vraiment différent, et quelle ampleur? Comment on fait? C'est vrai que la dimension offensive, c'est ce qui manque aujourd'hui aussi à nos États. Hein. Il a fallu une guerre pour qu'on décide de suspendre Sputnik et Russia Today, qui étaient des organes, comme vous le savez, d'influence, de contre-influence en France. Nous, on tirait la sonnette d'alarme depuis longtemps dans nos white papers sur le fait que, tiens, la 5G, c'était le bazar sur les réseaux sociaux. Et derrière, on retrouvait Russia Today et Sputnik. Tiens, la vaccination, c'est compliqué en France, peut-être dans d'autres pays aussi, mais tiens, derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver ces pratiques d'ingérence et d'influence qui servent juste à mettre le chaos dans nos démocraties, hein, et faire en sorte que les communautés se retournent les unes contre les autres. Vous rajoutez à ça une petite dose de troll et de fermabots et vous amplifiez le phénomène. Et vous finissez par avoir des médias qui font plus de likes, de partages que le Figaro, Libé, Le Monde réunis. Donc on a une capacité d'orchestration de ces mouvements de guerre informationnelle qui sont hyper bien rodés par des puissances étrangères, qui peuvent être au service évidemment d'acteurs économiques étrangers aussi. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en face, nous? Qu'est-ce qu'on fait en face quand on a à peine peur de publier un contenu en commentaire, voilà, avec un pseudo. Donc c'est vrai que là, il se pose une question de web qui ressemble à nos valeurs et de duopole qui se dessine entre des web chinois et russes qui reflètent leurs valeurs et donc leurs pratiques digitales, leurs pratiques offensives d'influence reflètent, eux, ce qu'ils défendent comme idéologie. Et nous, à l'inverse, on s'interdit de faire des choses, mais qui nous rendent absolument vulnérables, du coup. Et donc se pose la question à l'avenir de comment on va continuer à défendre nos valeurs face à ces actions d'influence, si on ne veut pas utiliser les mêmes armes non conventionnelles. On peut faire le parallèle, les mêmes armes chimiques, qui sont la désinformation, les bots, les stratégies d'influence qui sont portées par des faux médias, on va dire. Donc là, il y a une piste. Il y a une piste avec une rupture technologique parce que derrière tous ces fléaux, on a quand même des plateformes que sont Facebook, Twitter, qui fonctionnent avec des algorithmes de ciblage par les données. Et ça, c'est le vrai cœur du problème parce que le fait de radicaliser les gens, le fait de les enfermer dans des bulles de filtre, c'est basé sur ces algorithmes. Si ces plateformes avaient été basées sur un modèle économique classique, de dire c'est gratuit, c'est freemium, comme LinkedIn, vous savez, c'est gratuit, mais
je paye pour certains services, albums photos, livres d'or, etc. On n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui avec ces fléaux sociaux. Donc, si je m'étale un peu trop, tu me le dis. Hein. Non, je suis toujours étonné, juste pour rebondir, qu'on cite jamais Viadeo. Tu vois ? Comment ? On cite jamais Viadeo, parce que tout le monde cite LinkedIn, mais Viadeo, qui est français, malheureusement, qui est mort de. Enfin bon, voilà, c'est un autre sujet, mais c'est assez drôle. Et de même, dans la propagande, on cite pas beaucoup les Américains non plus. On a juste une piste, je voudrais la souligner, c'est des alternatives à ces réseaux sociaux qui ne baseraient pas leur modèle justement sur le ciblage par la donnée. Et là, vous allez peut-être entendre parler dans les années, les mois qui viennent du Web 3. Aujourd'hui, on en parle beaucoup avec les NFT, le métaverse, et on voit l'aspect hyper spéculatif, hyper matérialiste du truc. Mais il y a aussi une vraie belle idée qui est de trouver des alternatives à ce web dont on ne veut plus, en fait, qui est la fin d'un modèle qui ne fait que construire de la haine, de la désinformation, de la violence, etc. Christophe, vous réagir après Denis. Et je vais juste rebondir sur ce que disait Mounir. En fait, je pense que par rapport à l'intelligence économique, je crois que c'est la stratégie le point faible. Et surtout, moi, qui ai eu la chance d'aller dans pas mal d'endroits, j'ai travaillé avec aux US, j'enseigne aux États-Unis, je vais en Chine, j'étais à Pékin, etc. Et je dirais que ce qui m'a frappé en France, c'est qu'on assimile très souvent stratégie économie. Alors que la stratégie, ça doit prendre en compte tout ce qui peut impacter l'organisation. Et donc, on l'a vu avec le Covid. OK, donc, des trucs microscopiques, on a pu voir l'impact. La géopolitique, oui. Voilà, donc en fait, la stratégie, ça doit prendre en compte tout ce qui impacte l'organisation. Alors derrière, bien entendu, il faut surveiller des volumes d'informations et de données qui sont bien entendu encore plus grands, ce qui entraîne donc d'avoir une autre logique. Par rapport aux algorithmes aussi, donc sur les aspects influence, aussi sur les aspects technologiques, et là on rejoint un des piliers que j'ai mentionné tout à l'heure. Il est vrai qu'en Europe, je dirais au-delà de la France, le problème européen, d'ailleurs ce que j'évoquais auprès de diplomates à Berlin il y a peu de temps, c'est qu'en fait au niveau de l'Europe, on n'est pas, on est utilisateur de technologies américaines et très souvent on oublie de mentionner que les Chinois sont au moins aussi forts. Voilà, on oublie de le mentionner. Et voilà, la stratégie, le temps long et la stratégie et tout prendre en compte. Sinon, on fait face à de la cécité stratégique. Et ça, malheureusement, on l'a pu voir de façon redondante au niveau de pas mal d'organisations. Voilà. Merci Christophe. Denis, je vous fais réagir parce que là, quand on parle de données, quand on parle de stratégie, il y a un mot qui résonne un petit peu en ce moment, qui est la souveraineté justement sur les data. Il y a plusieurs points qui me viennent à l'esprit dans ce qu'on est en train de dire. Pour moi, il y a un point qui est, alors je parle en juriste là par des formations, mais c'est le côté libre circulation. Que ce soit les contenus ou les données, que ce soit des données, des contenus personnels ou des contenus officiels, si je puis dire. Il y a une question que je me pose, c'est est-ce qu'Internet va continuer dans sa vocation internationale ou pas ? En gros, est-ce qu'il va y avoir un système chinois, un système américano-européen, puis un système russe ? J'en sais rien. Ça serait la cartographie actuelle, ça peut changer. Je ne sais pas. Ça, c'est la première question que je me pose, qui pose évidemment la circulation de l'information. La deuxième chose, c'est évidemment l'ouverture, le mixage en ce moment horrible entre l'information de désinformation, si je puis dire, qui est un métier qui est devenu d'ailleurs très profitable. Il vaut mieux d'ailleurs être casseur d'informations ou répandeur de mauvaises informations que journaliste. Pas besoin d'avoir une carte, en plus c'est sympa, ça. On peut commencer tout de suite. D'ailleurs, vous savez pas quoi faire, je vous encourage. Ça évite de traverser la rue. Je rigole. Donc ça, c'est le deuxième point qui me paraît important, c'est cet amalgame de bons et de mauvais contenus qui fait que la perception et le travail qu'on a à faire dessus est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Et ce qui est encore vu. Après, il y a tout l'aspect sécurité et souveraineté des données. Et là, évidemment, on peut reparler de ce qu'on appelle le Cloud Act, la localisation donc des données, soit personnelles, soit des données de l'entreprise. Là encore une fois, sont deux choses différentes.
Bon, il y a des solutions qui commencent à être mises en œuvre par l'ANSSI en France. Et si j'étais en entreprise, je ne saurais que... si j'étais dirigeant d'entreprise, je veillerais à m'y conformer, parce que c'est vraiment des recommandations technologiques pour que vos données restent en France sur des serveurs français. Et ça, c'est important. Donc, avec une extraterritorialité par rapport aux États-Unis, c'est vraiment capital. Et puis, le dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est le prix de l'information. N'oublions jamais le vieil adage d'Internet, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, si vous, entreprise, vous travaillez avec Google ou Google News, vous avez un vrai problème. Moi, j'aimerais pas travailler avec vous, en tout cas. Merci beaucoup, Denis. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas à réagir. Est-ce que quelqu'un a une question, une réaction? Enfin, plutôt une question. Oui. Merci beaucoup. J'aimerais, avant d'aller très loin, que monsieur dise un peu, parce qu'il vient de lâcher une bombe là. Et quand vous êtes une entreprise, que vous travaillez avec Google, moi je ne travaille pas avec vous. Est-ce qu'il peut encore... En fait, je m'appelle Onésime Madilou, je viens de la RDC, juste pour suivre cet atelier. Merci beaucoup. On peut rajouter les autres AFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Donc on commence la deuxième table ronde de la souveraineté des données de l'open source en France. Non, je déconne. Oui, non, mais c'est un vrai sujet. Et effectivement, alors vous parliez, Denis, de loi. Juste pour rebondir sur la question et continuer cette question, on sait pertinemment le comportement des GAFA. Bon, on ne va pas revenir sur l'histoire. Donc si moi je travaille avec Google, Microsoft, légalement, il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous dites, c'est commercialement, non, parce que mes datas, je ne sais pas où elles seront. C'est ça que vous dites? Très clairement? Bon, d'abord, je rappelle que Google n'est pas un moteur de recherche, mais un moteur de recommandation. Il est là pour vous vendre de la publicité. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vraiment, faut changer de métier là. Donc, ce qu'il vous présente, c'est ce qu'il a envie de vous présenter en fonction du profil qu'il a identifié en vous. On est deux personnes, on fait la même recherche l'un à côté de l'autre, on n'aura pas les mêmes résultats. Parce qu'on n'a pas notre même profil de recherche. Donc, ce n'est pas de l'information, c'est de l'influence. Ou c'est de la publicité, appelez ça comme vous voulez. Donc, je ne suis pas anti-Google, je veux dire, ça ne me gênerait pas de travailler pour Google. Mais soyons réalistes et objectifs. C'est un service gratuit qui vous est offert, vous l'utilisez très bien, mais soyez conscient, soyez lucide. Une question? Oui. Oui, merci. Nous, on est April, on est anti-Google. Effectivement, je pense que c'est important, mais tous les documentalistes doivent avoir ça à l'esprit, de fonctionner avec des logiciels libres pour lesquels le code est récupérable, etc. Alors ça, c'est une notion qui commence à venir, mais ce n'est pas du tout évident. Hein. Nous, on travaille avec April, avec des associations de ce type-là, pour retrouver une souveraineté, dans la mesure où on a la maîtrise du code avec du vrai logiciel libre. Et donc ça, c'est un terme qui pourrait être employé dans cette table ronde. Il y a 2 ans, quand on parlait de souveraineté numérique, les gens ricanaient. Aujourd'hui, on ricane plus du tout. Hein. Et moi, je pense que dans 2 ans, ça va être un vrai souci des DSI de proposer encore de travailler avec Amazon, avec Amazon Web Services, avec Google, et on a vu la polémique qu'il y a eu avec Microsoft Azure sur l'hébergement des données de santé, où le gouvernement a dû faire marche arrière. Là, il y a une vraie impopularité et le sujet commence à devenir grand public. Donc, pour certains acteurs français, dans 2-3 ans, c'est plié. Ça va être un vrai sujet pour les Américains de rentrer justement sur ces sujets d'hébergement de données. Et à l'inverse, on voit aussi, sur d'autres types de problématiques, mais toujours sur les GAFA, on commence à voir des entreprises qui quittent les réseaux sociaux. En novembre, il y a eu Lush, une entreprise de cosmétiques, qui avait 11 millions d'abonnés sur Facebook, sur Insta, qui a décidé de tout arrêter pour des raisons éthiques cette fois. Donc, cette souveraineté numérique, elle prend plusieurs aspects, hein, des aspects effectivement souverainistes, les aspects vraiment de protection de nos données, mais aussi des aspects plus RSE sur est-ce que je peux financer des réseaux qui, par ailleurs,
sont des instruments de guerre informationnelle, puisque ce sont des modèles publicitaires. Un annonceur qui est sur Facebook, il finance la guerre informationnelle de potentielles dictatures. Donc voilà, il va se poser des questions éthiques sur est-ce que je reste ou pas sur les réseaux sociaux dans les années à venir. Donnez-vous, Olivier. Oui, 2 secondes sur la souveraineté. La souveraineté, ça ne se décrète pas. La souveraineté, ça coûte cher, très cher. Ça prend du temps. Ça prend de l'énergie, ça prend 5-6 ans minimum. C'est des cycles longs, la souveraineté. Le Health Data Hub dont vous parliez juste avant, donc ce centre qui est monté par l'État pour l'hébergement de nos données de santé, fonctionne avec des briques. Il y a des briques qui viennent des GAFA. Alors on va dire, mais c'est un scandale, que fait la police, il faut que ça cesse immédiatement. Mais ça ne cesse pas comme ça. On n'acquiert pas la souveraineté sur un certain nombre de choses comme ça. Ça coûte cher. Ces boîtes, il va falloir qu'elles se créent, qu'elles se développent, qu'on les soutienne, qu'on les aide. Et là aussi, ne soyons pas, soyons lucides. Les États-Unis, l'État américain a toujours subventionné, a aidé les GAFA, et l'État chinois a aidé ces startups. L'Europe, pour l'instant, à part dire qu'elle va mettre plein de pognon sur la table, pour l'instant, elle débute. La conscience politique, économique de l'Europe est encore, à mon avis, dans les limbes. Donc, l'autonomie et la souveraineté, vous pouvez sauter sur votre chaise en la criant tous les matins, ça vous fait plaisir, ça ne va rien changer. C'est du temps long. Mounir, tu voulais réagir, après je vais voir monsieur. D'accord. En fait, je voulais réagir parce que comme on parle beaucoup de Google, oui, il fallait bien taper sur quelqu'un, enfin sur quelque chose plutôt. Donc ça va être Google. Ce qui est drôle, le dernier nom de code de l'algorithme de Google, il s'appelle comment? M-U-M, qui veut dire mam, qui veut dire maman. Donc on va tous devenir des enfants de Google. Donc en nom d'alphabet du moteur de recherche et des saintes données personnelles. L'objectif de MAM, c'est quoi? Pour Multitask Unified Model, modèle unifié multitâche. Google veut justement aller plus loin dans la recherche. C'est-à-dire qu'il veut profiter du multilingue. C'est-à-dire qu'il souhaite que lorsque vous faites une recherche en français, que le moteur cherche en anglais aussi. Mais en traduisant le concept, pas le mot. Pourquoi? Pour vous ramener plus de données. Vous ramener plus de données, ça veut dire vous rendre encore plus accro. Parce que c'est ça l'objectif. Hein. L'objectif, c'est Google, et c'est une entreprise privée qui est là pour gagner de l'argent, soyons honnêtes. Il va tout faire pour qu'on continue à utiliser Google. D'accord? Ce qui est normal. Qui utilise Google? Qui décide d'utiliser Google? C'est nous. C'est pas Google. Et pourquoi on n'a pas, justement, on parle de souveraineté numérique, pourquoi on n'a pas de concurrent de Google? À un moment, on parlait de Quant. On s'est rendu compte que Quant utilise la technologie de Microsoft. Ça fait pas très européen. Mais parce que, justement, on ne finance pas ce type de développement. Aujourd'hui, développer un outil qui va concurrencer Google, ben, ça nécessite beaucoup d'argent qu'il faut financer. Juste une toute petite réflexion. On parle de souveraineté. Mais on a une politique en Europe où dès que l'on a une entreprise qui devient trop grosse, on lui tape dessus, on la régule pour qu'elle réduise en taille. Demain, il n'y aura plus un opérateur téléphonique dans le monde qui sera européen, puisqu'on interdit à nos opérateurs de se réunir et donc de devenir des gorilles et d'avoir une vraie influence au niveau mondial. Donc, quand on parle de souveraineté, il faut d'abord parler d'économie et on n'a aucune cohérence économique en Europe où on détruit nos grosses entreprises. Merci beaucoup. Ouais, mais donc, en fait, faut être, voilà, de toute façon, c'est ce que vous mentionnez, il faut qu'on soit efficace, parce que derrière les technologies et les modes de vie, il y a la géopolitique, il faut qu'on soit efficace. Comme disent nos amis chinois, crise, ça veut dire la même chose qu'opportunité. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe est en train de se réveiller, et voilà, souhaitons le meilleur pour la suite, mais il va falloir se battre, parce que ça va aller très, très, très vite. Voilà. Merci Christophe. Un dernier mot juste pour conclure, parce qu'on est en retard et on pourrait parler des heures, je le sais, sur ces sujets. Caroline, un dernier mot pour conclure. Une conclusion. Donc, crise, opportunité, on fait quoi? C'est quoi la suite? Plein d'opportunités de nouveaux métiers pour nous spécialistes de l'information.
Et suivez de près le Web3 parce que ça pourrait être une solution à la souveraineté dans la mesure où il y a une forme de retour à zéro sur le web qui peut être une brèche qui rendra ces colosses peut-être au pied d'argile, voilà, les GAFA. Ouais. Juste une remarque sur le Web3. Enfin, on va pas spoiler, mais j'ai quand même l'impression que les premiers à s'en emparer sont les grandes entreprises. Ce qui me laisse peu d'espoir. Pardon. Tu veux dire il y a de nouveau de la centralisation face à la décentralisation. Oui. Avec le modèle décentralisé du web initial, je suis d'accord. On fait une table ronde dédiée, je pense. Carrément. Mounir, dernier mot. Moi, je vous dirais, quelle que soit la nationalité des outils que vous utilisez. Moi, dans l'absolu, ça me dérange pas d'utiliser un outil français, belge, allemand, américain, chinois. Le plus important, c'est d'être conscient de la nationalité de l'outil que vous utilisez. C'est surtout ça, le plus important. Denis ? Moi, je m'intéresse au carburant, c'est-à-dire aux data, au contenu. Soyez aussi vigilants sur les data que vous rentrez, les data que vous sortez. Voilà, soyez lucides là aussi. Merci beaucoup pour cette première table ronde. Si je devais conclure quand même, une petite conclusion. Donc, on vit dans un monde incertain, de plus en plus compliqué. On comprend de moins en moins ce qui se passe et c'est pas fini. Et je pense que l'urgence, et je rejoins personnellement Christophe, c'est peut-être d'avoir enfin une stratégie. Parce que la data, c'est quand même un moment pour transformer l'information pour élaborer une stratégie. On oublie un petit peu. Merci à tous, en tout cas. Merci. Très bon salon à vous. Et donc, le stand GFI, là, qui est un stand... non, il n'y a que... Voilà.